Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, ce n'est pas Philippe Bilger les soumet à la question, mais est soumis à la question. Étrange impression. N'est-ce pas ? Oui. Et alors, je vais commencer par ce que vous demandez traditionnellement à vos invités. Philippe Bilger, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Je me rends compte à quel point l'exercice est difficile quand on doit le faire. Mais pour aller relativement vite, puisque je connais la nature de ce questionnement, une enfance, une jeunesse à la fois très heureuse et difficile. Ensuite, le rêve d'être un écrivain. J'échoue à Normal Supplétre Ulm. Je choisis la magistrature en quelque sorte par hasard, mais c'est un métier qui va me passionner durant 40 ans parce que j'aurai la chance d'y vivre de justice de luxe, la liberté d'expression et plus de 20 ans la cour d'assises. Et ensuite, je me suis abandonné parce que j'avais en horreur l'idée de retraite à la vie médiatique, une vie médiatique que même quand j'étais magistrat, je connaissais un petit peu parce que j'avais pris l'habitude, et c'est mon tempérament, d'être invité parce qu'on savait non pas que ce serait forcément pertinent, mais tout simplement parce qu'on savait qu'avec moi, on aurait au moins une absolue sincérité. Oui, et puis vous aimez ça. Vos détracteurs vont dire il aime les micros, il aime la lumière de la télévision, il aime le brillant et qu'on parle de lui. C'est le contraire, je crois. Enfin, c'est ce qu'on dit de moi, mais je suis toujours très angoissé à l'idée de cette confusion qu'on fait trop volontiers entre la vanité, que je hais, véritablement je la déteste, et c'est peut-être pour ça que j'en parle si souvent, la distinction entre la vanité et l'affirmation de soi. J'ai toujours tenté, et pourtant malgré mon tempérament qui est très timide en société, de bien... maintenir haut la nécessaire et belle affirmation de soi-même dans beaucoup de domaines, pas seulement intellectuels, et la vanité, le narcissisme, qui sont des plaies humaines que j'espère n'avoir jamais fréquenté durablement. J'y suis probablement tombé, bien sûr, mais je ne les aime pas. J'ai essayé tout le temps de fuir ce que j'appellerais l'air important de l'homme sûr de lui. On peut imaginer qu'effectivement vous y avez réussi puisque vous avez fait une énorme partie de votre carrière à la cour d'assises comme avocat général et que ça n'est pas un poste où vous étiez amené à vous mettre en lumière vous-même, mais plutôt le cas qu'il était en question, qu'il était important de juger. Alors, si vous le permettez, Philippe Bilger, je vais repartir en arrière et justement m'intéresser à votre carrière judiciaire, car si le grand public vous connaît, c'est parce que vous avez requis dans des procès extrêmement médiatiques et donc du coup c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a dit que vous aimiez les médias. Mais moi, à l'examen des différents cas qui sont que je ne suis pas allée chercher très loin, je me suis contentée de Internet, Wikipédia, comme beaucoup de gens. Et donc, je voudrais en connaître
en savoir davantage sur vous à travers ces procès, parce que à chaque fois, vous avez fait une petite réflexion qui a mérité qu'on s'arrête sur ce que vous êtes à travers cette réflexion. Je prends le premier cas, c'est Christian Didier, assassin de René Bousquet. Et la question qui s'était posée à l'époque, qui est une question importante, qu'on retrouve même au fil du temps dans les grandes affaires en France, était-ce réellement priver la France d'un procès du siècle, ou, comme l'a dit l'avocat de Christian Didier, qui s'appelait Arnaud Montebourg, un crime civique? Et alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « 20 minutes pour la mort », en référence aux 20 minutes qu'ont mis les jurés à s'entendre sur la peine de mort prononcée à l'encontre de Robert Brasillac. Si je conjugue un petit peu tous ces phénomènes-là, quelle est votre analyse de ce procès, Christian Didier, aujourd'hui ? Elle demeure la même, c'est-à-dire que d'abord j'ai eu la grande chance d'avoir cette affaire quand j'ai quitté les 3 ans que j'ai passés auprès de René Monory, un homme tout à fait estimable, mais qui ne s'intéressait absolument pas aux 2 matières dont on m'avait confié la charge, la justice et la culture. Et donc, au bout de 3 ans, je décide de partir, et précisément, j'ai cette affaire qui arrive où Christian Didier est accusé d'avoir assassiné René Bousquet. Et immédiatement, dès la première phrase de Christian Didier, on comprend qu'on sort du procès politique, puisqu'il dit « Je regrette la mort de René Bousquet ». Et il a 2 avocats talentueux. L'un est, de mon point de vue, génial dans son expression intellectuelle, orale. C'est mon ami tellement regretté dans l'univers du barreau, Thierry Lévy. Et de l'autre côté, il y a le talentueux et percutant Arnaud Montebourg. Ils défendaient ensemble Christian Didier, mais ils n'avaient pas du tout la même stratégie. En réalité, Thierry Lévy est arrivé à l'audience, clairement... il avait déjà sa plaidoirie dans la tête et il n'a pas voulu en changer. En gros, c'était « si vous condamnez Christian Didier, vous acquittez Vichy ». Alors voilà. Qu'Arnaud Montebourg a tenté de faire une synthèse entre le procès politique qui n'existait plus à mon sens, et puis le procès criminel plus ordinaire. Et la sanction, vous la connaissez, c'était au fond une stratégie de guingois. Et Christian Didier était un accusé peu ordinaire qui avait une maîtrise absolue dans l'organisation criminelle. Il ne l'a pas manqué, et une confusion dans l'inspiration qui était claire. Il a invoqué plusieurs justifications pour son assassinat, mais en réalité, derrière tout cela, il y avait chez lui aussi, comme peut-être chez un autre accusé que j'ai bien connu, Maxime Brunery, l'envie de rentrer dans l'histoire. Est-ce que ça vous a interpellé sur un plan personnel, parce que votre propre père a eu quelques démêlés? Je sais que nous avons convenu avant cet entretien que nous en parlerions en marge. C'est l'occasion. Est-ce que donc ça vous interpellait? Non, je suis souvent sur les réseaux sociaux quand je suis contredit, quand j'exprime des opinions qui choquent certains. Je suis traîné dans la boue d'une manière honteuse en raison du passé de mon père que je défends évidemment, mais je dirais non, ça n'a pas joué. Ce qui a joué un jour, c'est que j'ai lu une excellente biographie de Dominique Fernandez sur son père Ramon, et
il expliquait qu'il avait toujours été du côté des réprouvés. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup de retard, qu'en réalité, c'était cela qui expliquait mon attitude d'avocat général. Je n'étais pas faible, ni laxiste, mais en même temps, je n'ai jamais éprouvé le besoin d'en rajouter dans une sorte de surenchère répressive à l'égard d'accusés qui étaient déjà enfermés, en quelque sorte, dans l'appareil officiel de la justice. Et donc, j'ai compris, là, j'aurais pu le comprendre beaucoup plus tôt, que c'est parce qu'ils étaient probablement, comme mon père avait pu être perçu, des réprouvés. Et ça ne m'empêchait pas d'être, voire très sévère à l'égard de ces réprouvés, mais il y avait d'emblée un regard qui ne cherchait pas à être déplorablement répressif. Au fond, d'abord, ils étaient là, et puis ensuite, je cherchais à les comprendre, et puis ensuite, je requérais ce que me dictait, si possible, mon intelligence, en tout cas, ma conscience. Alors justement, eh bien, ça me donne une excellente transition avec la deuxième affaire dont je voudrais que vous parliez, celle de François Besse. Alors, pour les auditeurs, François Besse, dans la première partie de sa vie, a été braqueur et complice de Jacques Messrine. Un spécialiste des évasions, puisqu'il s'est évadé plusieurs fois. Il a été condamné une fois à mort et 4 fois à la perpétuité et finalement s'était repenti. Alors, selon Wikipédia, je cite ma source, vous l'avez remercié de mettre un terme à cette mythologie de l'assassinat libérateur, d'une part, et ensuite, vous vous êtes interrogé comment juger un homme qui n'a manifestement plus rien en commun avec le criminel qu'il a été. Et là, effectivement, ça rejoint ce que vous venez de dire, pas de surenchère répressive. Donc, est-ce que vous pouvez quand même expliquer cette position qui n'est pas très commune puisque vous avez remis en question, enfin, vous avez rappelé le caractère ancien des faits, le fait que François Besse n'avait pas de sang sur les mains et vous avez exhorté les jurés à opérer une totale révolution intellectuelle en leur citant accessoirement Paul Valéry. Déjà, Valérie Thorin, j'ose me placer sous l'égide de Jean-Paul Sartre, que par ailleurs, je reconnais la grande intelligence et le grand écrivain, mais je n'aime pas son idéologie, mais il avait dit un jour « j'ai la passion de comprendre les hommes ». Et ça, je peux dire que c'est toujours le premier sentiment que j'ai eu lorsque j'officiais à la cour d'assises comme avocat général, quelle que soit la nature de l'affaire, importante, médiatique ou ordinaire, si j'ose dire. Et donc, Besse, ça a d'abord été cela, et le procès de François Besse fait partie de cette catégorie de procès extraordinaire où on a l'impression qu'au fil du temps, et pratiquement tout de suite avec lui, on ne va pas, en tant qu'avocat général, mener un procès contre un accusé, mais avec lui. En réalité, c'est comme Christian Didier. Sa première phrase à François Besse, quand je lui parle de ce passé où avec Messrine ou Mérine, il était considéré comme un héros médiatique et politique, il me dit non seulement je reconnais les faits, mais je dénonce la mythologie qui m'avait entouré ainsi que Messrine lorsqu'on avait fait de nous des héros. Et donc à partir de là, le procès est devenu ordinaire d'une certaine manière, mais extraordinairement passionnant. Et quand on est arrivé au moment des réquisitions, il y avait un formidable avocat face à moi, le plus grand avocat pénaliste, clairement, à l'époque, dont j'étais séparé par la philosophie politique, mais que j'admirais profondément, Henri Leclerc. Nous avions donc partie liée, en quelque sorte, et au fond, nous étions presque accordés sur la peine, et le réquisitoire était presque inutile parce qu'on sentait que
après l'oralité des débats, il y avait une sorte de... On sentait flotter dans l'air, pas seulement entre nous deux, à un consensus très exceptionnel qui a abouti, qui a abouti d'ailleurs à la sanction qui a permis à Abès de s'en tirer judiciairement le mieux possible. Et on a bien fait, parce que depuis... à un moment donné, il a été libéré et de fait, il n'a plus jamais fait parler de lui. Tout à fait. Est-ce que ça signifie que vous pensez que les hommes peuvent se transformer ? En même temps, certains, je n'en suis pas sûr, dans la mesure, il y a des tendances fortes qui... me laisse parfois penser avec une forme de pessimisme qu'on a été et qu'on demeurera. Mais je suis obligé d'admettre, en voyant certaines trajectoires qui ont existé, que ce soit celle d'un Philippe Maurice ou même de François Besse ou d'autres, qu'on peut constater des évolutions. Mais je me demande, et là je ne suis pas du tout péremptoire ni sommaire, s'il n'y avait pas déjà, avant même la transgression ou les crimes, des sortes d'étincelles virtuelles qui n'attendaient qu'un moment opportun, peut-être une indulgence, peut-être une sanction pas trop dure, peut-être une compréhension même en totale immodestie de la part d'un avocat général pour s'exprimer plus librement par la suite. Mais je n'en suis pas sûr. Oui, c'est effectivement, on peut jamais aller au profond, j'imagine, en tout cas quand on est avocat général, au profond de l'intellect de la personne qu'on a en face de soi. C'est donc, c'est vrai que c'est une question qui peut demeurer sans réponse. Cependant, on peut, c'est vrai, et je pense que c'était votre démarche, si j'ai bien compris la philosophie qui est la vôtre, de rentrer quand même un peu en communication. Je ne veux pas dire le mot communion parce que peut-être pas à ce point-là, mais en communication avec la personne que brusquement vous aviez devant vous pour des débats qui pouvaient durer plusieurs jours. Il me semble, mais vous allez me dire si j'ai raison, que vous continuez malgré tout à être comme ça et à avoir cette démarche d'inquisiteur, c'est un grand mot, mais d'enquêteur vis-à-vis de votre interlocuteur. Est-ce que c'est... Oui, mais là aussi, je m'abrite derrière André Malraux pour le contredire. Il disait juger, c'est comprendre, et quand on comprend, on ne peut plus juger. Je dis absolument l'inverse. Quand on comprend, on peut encore mieux juger, mais bien sûr, ça exige un saut intellectuel et judiciaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je ne le faisais pas toujours de la meilleure manière quand j'ai commencé cette mission d'avocat général, parfois j'avais du mal à passer du stade de la compréhension en disant oui, vous avez compris maintenant, j'ai compris qui il était, j'ai pu décrire le moins mal possible sa trajectoire, mais maintenant il va falloir condamner. Et parfois il y avait je dirais un changement de ton qui se faisait pas aisément. Et puis peu à peu l'expérience m'a permis de le rendre meilleur. Et je pense profondément que avec n'importe quel accusé, la phase fondamentale est celle de la compréhension, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie pour qu'à un certain moment, ce crime soit commis par cet être-là, s'il l'admet avoir commis, parce que bien sûr, il faut accepter aussi à la cour d'assises, lorsqu'un accusé arrive et qu'il conteste le crime, il faut aussi accepter cette possibilité qu'il puisse dire peut-être la vérité. Mais là, on se situe dans le cas où les crimes sont avoués, non contestés. Et donc, je crois qu'il y a d'abord ce mouvement de comprendre, de curiosité, qui est-il, comment a-t-il pu passer de cet homme qu'on qualifiait d'ordinaire parfois à cet être qui tout à coup commet le pire, et parfois un pire incroyable.
Alors on viendra au pire incroyable, mais juste avant, je voudrais revenir sur le cas de Maxime Brunery, parce que Maxime Brunery, c'est un homme qui s'est repenti. Oui, il s'est repenti. Donc vous l'avez compris, et vous avez compris qu'il puisse s'être repenti. Oui, mais en même temps, Maxime Brunery, je crois que je ne l'ai pas mesuré comme j'aurais dû le faire. C'est quelqu'un qui, quand je voyais le dossier d'instruction, m'apparaissait très passionnant. Parce que il était sans doute très bien questionné par le juge d'instruction. Je l'ai retrouvé en cour d'assises. Je n'ai pas eu la même impression favorable. Certes, on n'est jamais très à l'aise lorsqu'on est accusé. Ça n'est jamais facile. On est trop volubile ou pas assez, on est un peu critiqué presque inéluctablement. Mais je l'ai trouvé très en retrait et en définitive, ce qui m'a passionné dans le destin de ce Maxime Brunery, c'est le fait que je l'ai perçu comme une sorte de roman d'apprentissage, c'est-à-dire que beaucoup de choses humaines l'avaient déçu. Déçu par ses parents, par l'amitié, par l'amour, par la vie politique. Tout le décevait. Et pourtant, il se cherchait un destin. Et au fond, ça me passionnait. Ça relevait de ces grands romans où un être est totalement délusionné partout. Oui, mais enfin, est-ce que ça permet qu'on veuille assassiner le président de la République ? Vous avez raison. Et c'est sans doute là où j'ai commis une erreur d'appréciation où peut-être je n'ai pas assez rendu complexe mon analyse. Il appartenait à des groupes identitaires où il recherchait une littérature sulfureuse et une sorte de fraternité, de chaleur et de solidarité. Mais j'ai sans doute sous-estimé dans mes réquisitions la part de cette appétence identitaire. Elle n'était pas neutre et ça n'a pas radicalement modifié l'arrêt, entendons-nous, mais j'ai eu beaucoup trop de tentation de parler de ce qui était permanent, une destinée humaine qui pouvait ressembler à tant d'autres, au lieu de m'attacher aussi à ce caractère très naturellement partisan qui expliquait beaucoup de Maxime Brunery et de sa frénésie, lui aussi, de vouloir rentrer dans l'histoire un 14 juillet en cherchant à assassiner Jacques Chirac. Oui, effectivement. Et est-ce que la pensée complexe dont vous témoignez en ce moment dans cet entretien, Philippe Bilger, est-ce que cette pensée complexe, vous pensez avoir pu la communiquer aux jurés ? Parce que, in fine, en cour d'assises, ce sont les jurés qui s'expriment. Ils expriment la volonté populaire. Est-ce que vous pensez que votre pensée complexe, qui s'appuie sur une culture conséquente, vous arriviez à la transmettre à ces jurés qui venaient de toutes les couches de la population? Dans une affaire comme Brunery, je pense que c'était quand même assez important. Mais je le crois, Valérie Thorin. Je le crois parce que c'est la base de ma conception de la parole judiciaire ou publique. D'abord, je n'ai jamais méprisé les êtres qui m'écoutaient. Ça n'est pas par hasard que je dis ça. Parce que parfois, lorsqu'on ne se fait pas comprendre en usant d'une complexité, c'est parce qu'on considère que la complexité leur sera inaccessible. En réalité, ma seule mission, quand je requérais devant la cour d'assises ou quand j'interviens sur des plateaux médiatiques, c'est de transmettre la complexité que je crois avoir en amont dans ma tête de manière libre et spontanée, d'une manière totalement accessible. C'est-à-dire que devant un jury, il était fondamental, vous le dites très bien, que j'exprime la complexité du réel, aussi bien humain que matériel que criminel, sur un mode qui soit le plus accessible possible. Et j'avais l'impression
l'occasion d'y arriver, parce que on a pu me reprocher des erreurs d'appréciation, mais personne jamais ne m'a reproché de tomber dans une sorte de narcissisme, de byzantinisme intellectuel. C'est peut-être pour ça que j'aimais énormément la cour d'assises, c'est qu'elle vous oblige à une forme de complexité et qu'elle vous contraint à l'exprimer de manière claire, accessible, simple, pas brutale forcément, limpide et lisible. Et ça, c'est un bonheur. Alors, est-ce que... Sombre, bien sûr, mais un bonheur. Ouais. Et est-ce que c'est ça, Philippe Bilger, que vous réutilisez d'une autre façon via votre présence sur les réseaux sociaux? Parce que tout à l'heure, vous l'avez mentionné en marge en disant que les réseaux sociaux, régulièrement, vous traînaient dans la boue. Vous êtes très présent sur ces réseaux sociaux qui, justement, sont Monsieur Tout-le-Monde, à qui il faut parler d'une façon simple et claire, mais vous leur parlez à ce Monsieur Tout-le-Monde de choses extrêmement complexes. Résultat, vous obtenez une situation et des détracteurs en foule. Vous avez aussi des amateurs. Mais d'abord parce que les réseaux sociaux, pardon pour la banalité, beaucoup sont tentés de les déserter. Moi, je pense qu'ils demeurent dans leurs principes une grande chance. Et donc, je veux dire, après, ils peuvent être dévoyés en cloaque. Hein, je n'en disconviens pas. Et depuis quelque temps, lorsqu'à l'évidence, le seul désir de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est de me traiter... Et, je voudrais pas égrener le type d'insulte auquel j'ai droit. Non. Je bloque et je fais disparaître. On ne répond pas une seconde au fond de mon tweet. Mais par ailleurs, je trouve que c'est un exercice intellectuel. À partir du moment où on n'injurie personne. Jamais de ma vie, je ne crois avoir véritablement insulté qui que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les débats médiatiques. Et donc, il y a là quelque chose qui relève de l'affirmation de soi que j'évoquais tout à l'heure. On pourrait me dire, est-il vraiment utile que Philippe Bilger s'exprime ? Non, mais c'est un plaisir quand j'ai vu un grand film, quand j'ai lu un grand livre, quand j'ai eu l'occasion d'apprécier un journaliste de haut niveau ou quoi que ce soit dans la vie, de pouvoir l'exprimer et de savoir que ce sera partagé pour le meilleur ou pour le pire. Ça ne me gêne pas d'être contredit. Une idée, c'est fait pour être contredit. Une croyance, c'est plus difficile, mais c'est autre chose. Donc, vous voyez, j'essaye de maintenir exactement une exigence dans les réseaux sociaux et je ne veux surtout pas fuir. Parce que fuir, c'est donner une prime à l'adversaire odieux, à celui qui ne comprendra jamais que le langage, ça n'est pas fait pour insulter, pour agonir, c'est fait pour contredire ou approuver une idée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous heurter à une montagne ? Oui, mais... au fond, dans la mesure où beaucoup désertent la difficulté d'affronter la montagne, je me dis qu'à mon petit niveau, si d'autres raisonnent de la même manière, il n'est pas inutile que nous opposions à ce cloaque que j'évoquais tout à l'heure, à ces êtres qui n'ont que le vomissement et l'ordure à la bouche, nos petites résistances. Je crois beaucoup à cela. Alors, ça, c'est assez intéressant. On reviendra, si vous le voulez bien, Philippe Bilger, sur cette affaire de résistance. Je voudrais, justement, puisque nous parlons du pire, évoquer également une autre affaire dans laquelle vous avez requis et qui nous a fait toucher du doigt parce qu'elle est relativement contemporaine. C'est celle du gang des barbares, et l'affaire Ilan Halimi. Il s'agissait d'un jeune juif qui a été enlevé, torturé et finalement tué
simplement parce qu'il était juif. Et donc là, vous vous êtes retrouvés devant ces jeunes qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un peu une sorte de cas Samuel Paty. Le malheureux Halimi n'a pas été tué avec une incidence des réseaux sociaux, mais il a été tué par des gens dont le raisonnement était inexistant, à part une sorte de comment dire, de banalité terrifiante qui les avait conduits à dire il est juif donc il est riche. Et ça n'a pas dû être simple parce que c'est justement se heurter à cette société qui n'a pas de culture et qui n'a pas de complexité. Alors, ce qui a été le plus difficile, je vous dis tout, Valérie Thorin, c'est d'abord la nature même de cette affaire qui avait suscité un émoi colossal et comme on le comprend. Ensuite, c'est le fait que naturellement, elle a dû être débattue à huis clos, puisque les avocats de la mineure, à l'époque, l'avaient souhaité. Ils en avaient totalement le droit. Et c'était 2 avocats remarquables, totalement déconnectés de tout narcissisme. Et 3e élément, je le dis, outre la difficulté, enfin, j'allais dire presque ordinaire, de la tâche d'un avocat général dans ce type d'affaires, une affaire qui avait duré, je crois, de l'ordre de 2 mois, j'ai eu à affronter quasiment tous les jours un avocat de partie civile qui était l'avocat de la famille Halimi, qui aurait dû être naturellement accordé à l'accusation que je représentais, mais qui a passé son temps, je pourrais donner des exemples, mais ça n'est pas le lieu d'en parler, à me mettre des bâtons dans les roues, des incommodités dans la tête et à me mettre en permanence en état d'incommodité par rapport à l'essentiel qui était que je devais rester concentré sur cette affaire exceptionnelle. Je savais que j'avais quasiment dans mon dos et pas à mes côtés un être qui n'avait de cesse que de critiquer la manière dont je tenais l'accusation. Et le paradoxe, c'est que lorsqu'au bout de 4 heures de réquisitoire, je propose les peines, elles sont pratiquement toutes acceptées par la cour d'assises qui a été exceptionnelle à la fois dans sa présidence et dans les jurés qui y étaient. Et il faut malheureusement, tous les accusés avaient accepté la sanction et les décisions qui avaient été prises. Et il faut justement l'intervention choquante de cet avocat bénéficiant de la complaisance de 2 politiques pour que un appel soit interjeté. Je n'étais plus l'avocat général, contrairement à l'affaire Émile Louis, où j'avais demandé à être en première instance et en appel, et donc en appel dans l'affaire du gang des barbares, les principales sanctions les plus lourdes sont confirmées. Ça a été extrêmement dur pour moi de savoir que un avocat général cherchant à donner le meilleur de lui-même, qui est sans cesse criblé au figuré derrière son dos, cherchant l'appui d'une hiérarchie qui normalement aurait dû soutenir l'avocat général. Bref, Valérie Thorin, c'est une expérience très désagréable, en plus avec l'horreur du crime. Et malheureusement, peu de gens, y compris dans les médias, connaissaient très exactement ce qui s'était passé, c'est-à-dire la multiplicité des affaires qui avaient préparé Ilan Halimi, le fait qu'Ilan Halimi a été assassiné par le seul Fofana, et en réalité, très peu de gens connaissaient
tous les détails de ces affaires et ça a probablement créé une confusion supplémentaire. Oui, parce que quand vous me parlez de cette affaire, Philippe Bilger, en fait, vous parlez beaucoup de ce qu'il y avait autour, de ce qu'il y avait dans la cour d'assises, et très peu, par rapport aux affaires que nous venons d'évoquer ici, très peu de Youssouf Fofana. Mais parce que Youssouf Fofana était parlons net, était un... Je ne veux pas être désobligeant, ça n'était pas... Vous voyez... Ça n'était pas un chef, ça n'était pas un type avec un raisonnement. C'était un être qui pouvait faire illusion dans la banlieue où il était. Je crois que c'était à Bagneux. Il aidait les gens, il était là, le grand frère, se livrant parfois du trafic de drogue. C'était quelqu'un qui faisait preuve pour cette... classe-là, pour ceux qui l'entouraient, d'une forme de bienveillance. Mais en même temps, dans le procès d'assises, ça n'était pas un être formidablement doué sur le plan intellectuel. Je dirais, sans vouloir offenser Jacques Vergès, que par moments, il avait des raisonnements d'un Vergès au tout petit pied. Autrement dit, ah mais c'est pas grave ce que j'ai fait parce que la France a fait pire dans les colonies. Vous voyez, en gros, c'était ça. Et donc, en ce sens-là, j'ai traité ce procès comme l'avait recommandé un immense magistrat, Pierre Truche. Une affaire extraordinaire doit être traitée comme une affaire ordinaire. Et c'est ce que j'ai cherché à faire. Et quand tous les soirs on me demandait comment as-tu vécu cela, j'étais obligé de dire mais c'est un homme à la fois qui a commis le pire, les pires atrocités, mais en même temps c'est un homme ordinaire. Il a un visage, il a 2 mains, il a 2 pieds, il dit un grand nombre d'inepties, mais voilà. Et donc, c'est une grande leçon. Je crois véritablement qu'il y a des affaires, qu'il y a des épreuves extraordinaires, mais qu'il faut toujours se garder de les traiter comme si elles étaient totalement atypiques, parce qu'alors on y perd son intelligence, son intuition et peut-être même sa vérité. Oui, mais enfin, Philippe Bilger, tout de même, ces affaires, nous n'en avons évoqué que quelques-unes, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Elles vous ont influencé, elles vous ont façonné. On peut pas, vous pouvez pas me dire que vous avez fait 20 ans de cour d'assises avec des choses aussi exceptionnelles que ça, sans que ça vous ait quelque part un peu façonné. Je ne crois pas, Valérie Thorin, mais je ne voudrais pas abuser de cette contradiction. C'est probablement parce que j'avais déjà une conception pas forcément totalement pessimiste de la nature humaine, mais pas follement gaie, que je me suis retrouvé si bien dans cet univers sombre de la cour d'assises. J'ajoute que si je n'avais pas pu le fréquenter quotidiennement, ma nature, mon caractère s'en serait trouvé mal. Peut-être ai-je trouvé dans la cour d'assises, dans la promiscuité avec ces gens, dans l'obligatoire compréhension de ces crimes, dans l'infinie curiosité pour ces obscurités, quelque chose qui satisfaisait un tempérament profond qui, chez moi, avait besoin d'aller vers les gouffres. Et la part sombre de vous-même. Absolument, la part. Vous avez touché la part sombre parce de vous-même. Absurdement, peut-être à cause de ma propre vie, enfance, jeunesse, j'ai toujours été plus fasciné par les ombres que par les lumières. Le bonheur d'autrui, surtout celui dont je ne suis pas responsable, m'a parfois un peu désarçonné. Alors qu'en revanche, je suis prêt à me mettre dans le feu pour sauver mes amis qui sont dans des situations très problématiques, voire très douloureuses. Peut-être ai-je, à cause de mon parcours lui-même, ai-je été plus familier avec la nuit qu'avec une forme de jour. Est-ce que c'est ça qui vous a donné votre amour immodéré de la liberté d'expression? Parce qu'en fait, vous avez un amour étonnant de la liberté d'expression dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire y compris à la marge.
Je le crois, mais c'est parce que je n'aurais pas su faire autrement. En réalité, c'est... comment dirais-je, c'est à la fois une force et une faiblesse. Je sens que même si je me passionne pour une infinité de sujets, je pars toujours de ce que je suis, quoi. Quelqu'un de peu doué sur le plan psychologique pourrait qualifier ça de narcissisme, mais ça n'est pas le cas. C'est en permanence à partir de ce que je suis, de ce que j'ai envie d'être, du besoin de m'affirmer, de la volonté d'exister, et donc la liberté d'expression, pour moi, elle est fondamentale, à tel point d'ailleurs que je jouis profondément des controverses correctement exprimées, des débats, des échanges, et qu'au fond, lorsque j'ai pu exprimer mon opinion, formuler ma conviction, même si je suis victorieusement contredit par quelqu'un, peu importe, j'ai pu répondre, j'ai pu répliquer. Et pourtant, aujourd'hui, on vous voit sur des plateaux qui sont quand même très largement monocolores. Oui, parce que, j'aime beaucoup CNews, j'aime beaucoup Sud Radio, mais ça ne veut pas dire que je suis forcément à l'aise sur ces plateaux où, naturellement, il y a une sorte d'homogénéité conservatrice, disons, et où, pour ma part, en tout cas, je rêverais de pouvoir affronter, même pas, à la limite de pouvoir échanger tranquillement avec des pensées de gauche. J'ai beaucoup de mal à détester globalement. Je veux dire par là, même à l'égard de LFI, dont je ne suis pas éminemment proche, il y a des êtres à LFI que je ne déteste pas. Je veux dire, je sépare radicalement ma perception humaine de ma démarche intellectuelle. Et parfois, c'est très mal vu, même sur ces plateaux-là, parce qu'on aime appréhender, détester en gros, et c'est tellement confortable pour l'esprit, c'est tellement facile. C'est beaucoup plus facile, mais finalement, c'est beaucoup plus facile, mais vous y allez, et si vous me passez l'expression, vous hurlez avec les loups. Donc après, c'est facile de réclamer la controverse. Non, je ne hurle pas avec les loups, pour deux raisons. D'abord, je veux dire, il y a des sensibilités de gauche qui viennent. Il y en a peut-être pas énormément, mais elles pourraient venir. Deuxième élément, les autres, mon Dieu, je regrette qu'elles ne soient pas là. Réellement, je trouverais extrêmement passionnante une émission où, en conservant le fond conservateur de ces news auxquels j'adhère, et notamment j'aime beaucoup celui qui est traîné dans la boue à chaque fois parce qu'il est père de famille nombreuse, qu'il est catholique et qu'il a de l'argent, Vincent Bolloré. C'est si rare un milliardaire courageux, c'est si rare. Mais peu importe. Deuxième raison, c'est que ce que je dis, je me suis toujours senti, Valérie Turle, totalement libre à CNews ou ailleurs. C'est-à-dire, je ne vais pas me faire passer pour un homme d'extrême gauche, mais même si je peux comprendre des sensibilités, des points de vue. Autrement dit, je n'ai jamais été mal à l'aise. On ne m'a jamais demandé de dire que si je ne suis pas d'accord avec Pascal Praud le mardi soir ou le jeudi matin, aucune difficulté, je le dis, et je lui reconnais ce mérite important, c'est que sur le plateau, je ne connais pas d'autres radios, d'autres télévisions, où on peut à ce point contester le propos de l'animateur ou du chroniqueur. Je le dis parce que sans cela, évidemment, ça n'aurait pas d'intérêt pour moi. Est-ce que vous auriez pu, au moment où vous étiez avocat général, vous retrouver sur une radio comme Sud Radio ou sur CNews ? Je l'ai fait souvent, enfin, entendons-nous, je n'y allais pas quotidiennement, mais... Auriez-vous pu y être chroniqueur, hein, pas invité pour parler des affaires en cours, mais...
chroniqueur, ça aurait été difficile parce que, bien sûr, j'ai souvent été invité, je l'ai dit au début de notre entretien, non pas en tant que professionnel, mais parce que j'allais parler d'un livre ou bien j'allais exprimer une opinion, j'allais dire du mal d'un garde des Sceaux, par exemple, mais je n'aurais pas pu tous les jours. Je pense que même en étant vigilant et prudent, j'aurais probablement dépassé ce que me permettait la liberté d'expression pour un magistrat. J'aurais fait très attention. Voilà, et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que vous avez quand même été façonné d'une certaine façon par votre métier. Au moment où votre métier, vous avez cessé de l'exercer, finalement, une autre porte s'est ouverte. Vous avez gardé la même intranquillité, parce que moi, si je devais vous donner un qualificatif, ce serait celui de intranquille, parce que vous êtes en perpétuel, vous êtes comme une machine vous remettez à chaque fois votre ouvrage sur le métier, vous vous reposez des questions auxquelles parfois vous avez répondu et vous allez peut-être même pas y répondre de la même façon, mais vous avancez comme ça. Est-ce que ma vision de vous-même... C'est très fin, Valérie Thorin, réellement sans flagornerie, parce que souvent on m'a demandé, comme je ne niais pas une structure politique de réaction dans le sens que je lui donne, ou restons plus classiques, conservateurs, on m'a souvent dit, mais est-ce que ça n'est pas gênant puisque vous critiquez le syndicat de la magistrature? Est-ce que vous ne faites pas la même chose? Je trouve que votre réflexion est très fine, parce que précisément, le terreau conservateur politique qui résulte d'une passion que j'ai pour la vie civique, pour les politiques, au fond, quelle que soit leur cause, eh bien, lorsque j'arrivais dans la parenthèse de la cour d'assises, à la fois tragique et magique d'une certaine manière, je n'étais plus le même. C'est-à-dire que j'abandonnais à mes portes le fait de l'esprit même... honorablement partisan pour m'immerger dans l'univers judiciaire avec les qualités spécifiques qu'appelle cet univers et le refus des préjugés, je dirais, des réflexes systématiques, des pensées toutes faites, et j'aime énormément, si vous aviez la gentillesse de le confirmer, l'adjectif intranquille. J'ai l'impression de l'avoir été dans ma vie tout le temps, et encore plus peut-être dans l'univers judiciaire, malgré l'avis contraire de certains qui me connaissaient bien moins que vous. Mais oui, je confirme simplement parce que ce que vous venez d'expliquer, de votre raisonnement et des appuis que vous avez pris au fil de ces affaires que nous venons d'évoquer, qui couvrent globalement votre parcours, eh bien, vous venez de me démontrer qu'à chaque fois, vous avez remis en question, finalement, votre vision d'autrui. Avec une extrême difficulté, tout de même, il faut que je l'avoue, ça n'est pas facile de n'être jamais à l'aise avec autrui, de considérer au fond autrui comme presque un intrus irremplaçable. Je ne suis pas à l'aise avec autrui. J'ai la chance, parfois, de me constituer mon univers intime ou amical, et vous en êtes, et d'autres en sont, mais ils sont très rares. Dès que, si j'avais en revanche à raisonner de manière globale, c'est terrifiant. J'aimerais tellement être de ces êtres si naturellement accordés avec la vie, si aimables avec tous, riant, souriant, à l'aise, ayant la grâce. Moi, je suis intranquille, tordu, j'ai du mal avec moi-même et j'ai trop peu de place peut-être pour m'intéresser à autrui, et quand je parviens à force de volonté et à force de j'allais dire presque d'un esthétisme sacrificiel à donner le change, j'en suis très heureux. Mais et vous se sentir, pardon, je suis trop long là-dessus, se sentir infiniment décalé tout le temps.
c'est à la fois épuisant et c'est très peu jouissif. En réalité, un vaniteux pourrait se dire « je me distingue à tout instant ». Mais moi, je ne me le dis pas. Je veux me distinguer du troupeau, mais en quelque sorte, invinciblement, quand on n'a pas le choix, quand on ne peut pas faire autrement, mon Dieu, on rêverait parfois d'une urbanité plus traditionnelle. Mais Philippe Bilger, vous avez les moyens intellectuels qui vous permettraient au conditionnel justement d'accéder à ce petit nirvana, on va dire, individuel, intellectuel et sentimental. Pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi à chaque fois retombez-vous? Parce que pour moi, accepter certains dialogues, certaines réflexions, notamment dans les réseaux sociaux ou dans votre blog, etc., c'est un petit peu redonner du crédit aux médiocres. Non, je ne crois pas, Valérie Thorin. J'aime énormément à la fois ce que je vous ai dit de moi-même, ça induit, et là probablement je ne suis pas devenu avocat général par hasard, ça induit une certaine appréciation d'autrui qui n'est pas toujours la plus estimable qui soit. Je suis très sensible, par exemple, à des dysfonctionnements, à des dérives. Je regrette comme un réactionnaire conscient de cela, le délitement de la politesse, la pauvreté du langage. Je ne suis pas indifférent au cours désastreux du monde et de la société. Et donc, tout ça n'est pas de nature à me faciliter la familiarité avec les choses et avec les êtres. Ce sentiment de décalage, de solitude que je ressens même au milieu de la multitude. Je crois être un être social et rien ne m'ennuie plus que les cocktails. Je ne suis à l'aise, Valérie Thorin, que dans l'univers que je peux créer. Et généralement, au-delà de deux, il devient insupportable. Parce que le pluriel est ce qu'on a de pire dans le genre humain. Alors là, effectivement, et vous rejoignez ce que vous disiez au début de cet entretien, c'est sartrien comme réflexion. L'enfer, c'est les autres, et les autres, ça commence dès que ce n'est plus moi. Mais j'ajouterais, mais l'enfer, c'est aussi moi. Ben voilà, c'est là où moi je trouve que c'est un peu parfois contradictoire, parce que je me demande si vous ne sous-estimez pas votre vous. Permettez-moi une question à la fois personnelle et juridique. Il y a eu une grande affaire judiciaire qui vient de s'achever il y a quelques temps, c'est celle de Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot, contrairement à ce qui s'est passé pour Fofana et le gang des barbares, a refusé le huis clos. Et d'un seul coup, il y a eu un basculement important de la société, de la réflexion collective. Quelque chose qui rejoint un tout petit livre que vous avez publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Me Too Much. Et tout ça se conjugue malgré tout, bien que ce soit deux domaines différents. Mais le fait que Gisèle Pelicot parle à toutes et à tous rejoint quelque part celles qui disent « mais moi aussi, il m'est arrivé des choses ». Je dis volontiers « moi aussi » et non pas « MeToo » parce que MeToo est attaché à quelque chose de bien particulier. Quel est votre sentiment? Ça sera presque ma dernière question, mais dites-moi, vous avez le temps de me donner votre sentiment là-dessus. D'abord, je trouve que Gisèle Pelicot est une femme, en effet, très estimable. Et dans mon esprit, ça n'est pas un adjectif passe-partout. Ensuite,
Je me demande si on ne surestime pas à long terme les effets positifs du procès. Il y aura un appel d'ailleurs de Gisèle Pelicot, et si au fond, comme le souhaitait l'avocat général, qui me semble un peu rêvé, il termine son réquisitoire en disant « J'espère que ça va changer radicalement les rapports entre les hommes et les femmes ». Ça, c'est beau, c'est une du vœu générosité. pieux. Voilà, absolument. Mais je continue à penser que le procès de Gisèle Pelicot est un procès très singulier, que je trouve que, me semble-t-il, qu'on a tort en cherchant à en tirer des règles générales sur le masculinisme, sur l'attitude des hommes à l'égard des femmes, précisément d'abord parce que le mari était lui-même, pour le pire, très singulier à l'égard de son épouse jouant en double rôle, et que par ailleurs, les hommes qui sont arrivés ont profité d'une sorte d'abandon, d'un abandon créé par une soumission chimique. Donc c'est une affaire extraordinaire dont je conçois qu'elle ait passionné les foules, mais dont je ne tirerai pas des conclusions décisives sur ce qui nous importe, et notamment ce qui m'a intéressé dans Me Too Much chez Héliopole, précisément, qui rejoint les rapports plus généraux entre les hommes et les femmes. Parce que ce que je décris dans Me Too Much, ce sont des rapports qui peuvent exister à tout instant. Oui, mais qui sont, contrairement à tout ce que vous êtes et tout ce dont vous témoignez, des rapports qui finalement, qu'on peut envisager comme optimistement positifs. Dans les rapports généraux. Généraux. Ah, mais bien sûr. Moi, Pour une fois, vous n'êtes pas aussi pessimiste que d'habitude. Pour une raison, même si je suis persuadé que tout ne dépend pas de, j'allais dire, de l'administration d'une preuve normale dans ces affaires-là, de la conscience que vont avoir les femmes, les militantes, qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter les dérives qui accablent sans qu'on ait fait la preuve, et je dirais, et de l'autre côté, et surtout, là, je vais tenter d'être toute ma vie à la hauteur de ce que je vais dire. Un homme, comme l'a très bien dit le père de Camus, un homme, ça s'empêche. On ne résoudra pas ce problème si certains hommes continuent à traiter les femmes sur un mode mineur ou majeur comme du butin. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Philippe Bilger, je vous remercie de cet entretien. Je crois que dorénavant, si je fais cet exercice, je penserai tout le temps au vôtre. Merci.